Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de Débat de presse, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale et internationale à travers les analyses et les commentaires des éditorialistes de la presse nationale. Les débats de ce matin portent sur 4 sujets. Il s'agit donc de la visite du ministre de la Défense du Mali au Burkina Faso et de l'extradition de 3 officiers burkinabés du Togo, le remaniement du gouvernement avec le départ de 2 ministres, notamment le ministre en charge du commerce et celui en charge de l'habitat. Nous parlerons également de la rencontre entre le président de la transition, les partis politiques et les OSC. Et enfin, donc, nous échangerons autour de l'installation des membres de la nouvelle Assemblée législative de transition ALT, donc présidée par le docteur Ousmane Bougouma. Les invités donc autour de cette table sont autour de 3 pour le moment. Nous avons avec nous Ahmed Koné, journaliste et consultant en santé et médias. Bonjour. Bonjour. Joachim Vokouma, directeur de publication de Casseto.net, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Sano. Nous avons également Xavier Belem-Niegré, rédacteur en chef de la radio nationale. Bonjour. Bonjour, Sayon. Bonjour. Nous espérons donc avoir avec nous Aimé Nikema, journaliste, Kambiré, donc journaliste aux éditions Sidoya. Nous espérons qu'il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors hier, le ministre malien de la Défense a effectué une visite de travail au Burkina Faso. Il a eu une séance de travail avec le président donc, de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'issue des échanges, le ministre malien a affirmé que sa visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et est l'expression de la volonté des 2 chefs d'État de mutualiser les moyens en vue de lutter contre l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Alors, chers confrères, c'est une actualité que vous avez suivie. Quelle analyse portez-vous sur cette visite du patron de l'armée malienne au Burkina Faso, Vokouma? Oui, bon, je pense que c'est le service après-vente de la visite que le chef de l'État burkinabé avait effectuée dès le 2 novembre à Bamako. C'était sa première visite après son investiture. Son prédécesseur aussi était allé à Bamako pour discuter avec les autorités maliennes sur les possibilités d'une coopération, d'une mutualisation des moyens dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes les 2 pays les plus impactés par le terrorisme dans la bande sahélienne. Et la visite du chef d'état-major malien ici... Du ministre aussi, il était accompagné du chef d'état-major. Oui. Voilà, on va dire que c'est tous les responsables de la défense, la sécurité et défense du Mali. Je pense que c'est, comme ça a été indiqué, c'est pour mieux coordonner la politique qui sera de façon bilatérale mise en œuvre pour lutter contre les groupes terroristes. Puisque, bon, étant voisins, il y a les groupes étant installés de part et d'autre des frontières. Bon, ce n'est pas une nouveauté. C'est tout à fait normal qu'il y ait des actions conjuguées, simultanées, soient mises en œuvre pour éviter que voilà, ils se réfugient dans l'un ou dans l'autre territoire. Il y a ça, et puis il y a la mutualisation aussi des renseignements militaires, ce qui est très capital aussi dans cette guerre-là. Et puis aussi, je pense qu'on n'a pas le contenu de ce qui a été dit, mais ça a été déjà évoqué, la possibilité, par exemple, pour l'armée burkinabé ou l'armée malienne de poursuivre, pour chasser les terroristes qui passent la frontière. Qui passent la frontière. Bon, ça, c'était pas encore quelque chose qui était acté, qui était officiel. Je pense que là, on va vers cette possibilité-là, de façon à ce que les terroristes ne puissent pas, comme ça, s'échapper, parce qu'ils ont traversé une frontière et que pour des raisons de souveraineté, voilà, l'autre État, les militaires de l'autre État ne puissent pas les poursuivre au-delà de la frontière. Voilà. Donc ça, c'est des questions pratiques qui méritent d'être levées. Et je pense que cette visite-là rentre dans ce cadre-là. Maintenant, dans les semaines ou les mois à venir, on pourra apprécier
l'efficacité, en tout cas la pertinence de ce qui aura été arrêté entre les deux pays, sachant qu'en tout cas la volonté de travailler ensemble ne fait pas l'objet de doute. D'accord. Alors, Ahmed Koné, est-ce qu'on peut s'attendre, comme le disait Vokouma tout à l'heure, à des actions communes dans ce cadre-là, dans les semaines ou les mois à venir? Oui, au-delà des changements, au-delà des échanges de discours, je voudrais dire, il faut comprendre que nos deux armées, qui par le passé ont eu quand même maille à partir, mais qui sont restées certainement pour parler depuis longtemps, ont aussi un certain nombre de points communs. Moi, j'insisterai sur l'aspect déjà néocolonial de nos armées, parce que la structuration, la hiérarchisation, etc., ce sont des armées qui découlent de l'armée coloniale française. Donc toute la structuration est identique. Or, l'armée burkinabé est pratiquement en reconstruction. Ce sont des jeunes qui sont là et qui sont venus après un certain nombre d'années de léthargie. L'armée malienne, j'allais dire, est plus ou moins stable depuis longtemps. Depuis le temps de Modibo Keïta, Moussa Traoré, etc., etc., on peut dire que cette armée est plus ou moins stable. Elle a évolué, bien sûr, dans son contexte. N'empêche qu'il y a quand même des fortunes diverses qui ne s'apparentent pas forcément à ce que nous avons connu, nous, au Burkina. Ces deux armées aussi ont en commun l'arrivée des dirigeants qui ont connu 2 coups d'État successifs. Il y a donc nécessairement des échanges d'expériences. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau du renseignement, parce que le Mali est un pays où il y a eu quand même beaucoup de travail en matière de renseignement depuis de longue date. De plus, lorsqu'on parle d'échanges en dehors du renseignement, il faut voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble du point de vue commande du matériel, parce que nous en avons besoin. Et comme le Mali a déjà commencé à s'équiper depuis fort longtemps, il est temps que nous aussi on regarde qu'est-ce qui a été fait au Mali, quelles sont les forces et les faiblesses de certains équipements, quels sont les partenaires qui sont effectivement les mieux placés pour équiper nos armées. Enfin, j'allais ajouter que, s'agissant toujours des équipements, en dehors même des munitions, des armes, n'est-il pas temps pour 2 pays qui produisent du coton de s'équiper en uniforme à partir même des façons d'enfanés dont nous avons les expériences? Nous en avons au Burkina, nous en avons aussi au Mali, l'expérience des tenues, etc., etc. Il y a énormément de choses, la qualité des hommes, bien entendu, la formation militaire, la mobilisation des populations. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, on ne peut pas tout dire dehors. C'est sûr que les dirigeants, en se rencontrant, ont eu à échanger sur pas mal de points. Comme la grande muette reste toujours muette, il ne faut pas trop en demander. D'accord. Alors Xavier, quel est votre point de vue? Je crois que c'est essentiellement sur le point de renseignement qu'il faut insister, parce que le Mali a une longue expérience, parce que c'est pratiquement depuis 2012 que le pays vit un peu l'expérience du terrorisme. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que les 2 groupes terroristes qui sévissent dans la bande sahélienne, là, c'est l'IGS et le GSIM, c'est essentiellement au Mali et au Burkina Faso. Le Niger est plus ou moins épargné parce qu'ils n'ont pas de base terroriste sur leur sol. Donc l'axe Bamako-Ouagadougou gagnerait vraiment à renforcer sur le plan de la coopération. Mais au-delà du renseignement, le doyen Koné a évoqué l'aspect équipement. On sait que les procédures d'acquisition des armes passent généralement par la CEDEAO. Et au regard un peu de, je dirais, cette léthargie au niveau de cette institution, au regard des problèmes que l'institution n'a pas pu résoudre concrètement, comment le Mali a pu faire pour acquérir des armes par rapport à la situation que le pays vit actuellement? Je crois que c'est un point essentiel sur lequel le Burkina peut profiter pour continuer donc le combat contre les groupes terroristes. Là où il faut peut-être insister, c'est le côté renseignement, parce que j'avoue qu'au regard un peu du départ de Barkhane qui était au Mali, le Mali a certainement des preuves et des documents qui peuvent aider le Burkina Faso sur le plan renseignement, que ce soit
au niveau de l'aviation, que ce soit dans la mobilité des groupes terroristes au niveau sur le sol. Je crois que le Mali a une grande expérience dans le domaine et le Burkina Faso qui peut être partagé voilà, avec le Burkina Faso. Alors, Aimé Kambiré donc, nous a rejoint sur ce plateau. Nous parlions tout à l'heure de cette visite que le ministre malien de la Défense a effectuée au Burkina Faso. Alors, comment vous analysez donc, cette visite qui intervient une dizaine de jours après donc, la visite du capitaine Ibrahim Traoré au Mali? Oui, merci. Je pense qu'au-delà de la diplomatie, du bon voisinage, c'est une question de survie. Aujourd'hui, vous savez que les forces combattantes du G5 Sahel sont fantomatiques, n'ont jamais posé des actions concrètes. Il y a la France qui vient de mettre fin à l'opération mission de Barkhane. Donc, il y a lieu que maintenant, c'est entre nous. Et il ne reste que nous. Donc, après donc, la visite du président au Mali, et c'est en quelque sorte une réponse pour dire peut-être que le message de Ouagadougou a été bien entendu à Bamako. Il y a lieu qu'on se mette ensemble. Mes prédécesseurs ont parlé de la question de renseignement. Il faut qu'on mutualise nos efforts. Il y a la stratégie d'équipement, il faut explorer, mais je pense même que sur le plan opérationnel, il y a lieu qu'on s'entende sur les stratégies, c'est-à-dire il y a plusieurs groupes terroristes qui nous attaquent. Il faut qu'on identifie certains, peut-être qu'il va falloir focaliser sur certains beaucoup plus que sur d'autres, pour vaincre les groupes peut-être un à un, ou alors il faut les attaquer ensemble. Je pense qu'il y a lieu effectivement qu'on continue de discuter. Est-ce qu'on va avoir des actions conjointes sur le terrain? Oui, pour nous, hommes de médias, peut-être qu'on est intéressés, mais ce qu'on veut, c'est déjà travailler ensemble, parce qu'il y a lieu, et il y va de notre survie, et peut-être petit à petit aussi se tourner vers le Niger, vers certains ne partagent pas ce point de vue, mais je pense que déjà, les pays sahéliens qui sont confrontés au terrorisme doivent montrer déjà une certaine solidarité, une certaine compréhension au-delà de nos bisbilles, pour pouvoir donc affronter l'hydre terroriste. Oui, le Mali qui a quitté, bien entendu, le G5 Sahel. Est-ce qu'il peut justement avoir une récomposition de ce G5 Sahel en dehors de ce cadre officiel qui avait déjà été mis en place, mais qui n'a pas fonctionné? Vous savez, le G5 Sahel, pour ma part, fut une erreur. C'est sous proposition de certaines puissances, dont la France, qui espérait que peut-être ça va être une institution qui, au-delà de son action à elle, va permettre de drainer certains financements vers les pays du Sahel. Mais identifier les pays du Sahel des autres pays côtiers, c'est un peu donner un coup sur la tête donc, de la CEDEAO. Et les pays côtiers regardent, à partir du moment où vous avez une institution chargée de combattre ce terrorisme, les pays côtiers ont été mis de ce point de vue-là à l'écart. Je pense que on aurait dû réveiller la force ECOMOG de la CEDEAO, ou en tout cas penser à une force qui nous ressemble. Mais cette force du G5 Sahel, j'ai pris part donc, à la rencontre, il y a un sommet qui s'est tenu à Nouakchott, à l'époque il y avait encore Blaise Compaoré, et c'est à cette rencontre-là qu'on a fini par penser. Je pense que les chefs d'État confrontés au terrorisme ont vite fait d'accepter en croyant qu'ils vont avoir à travers cette institution de nouvelles ressources pour combattre le terrorisme. Mais ils se sont désillusionnés. Oui. Je pense que d'abord, serrons-nous les coudes. On a déjà l'expérience des forces de la CEDEAO. Et s'il y a lieu de mettre une force, mettons une force qui nous ressemble, une force que nous contrôlons. Oui, comment voudrait réagir? Oui, bon, sur le G5 Sahel, je pense qu'il est mort. Tout le monde sait ça. Dès lors que le Mali a quitté le G5 Sahel, il n'y a plus rien. Certains font des pieds et des mains pour que le Mali revienne dans le G5 Sahel. Ce qui n'est pas possible parce que si le Mali revient, il va revendiquer la présidence tournante qui le revient, qui était à la pomme de discorde de sa sortie. Donc, je pense que cette situation met nos politiques devant leurs responsabilités. Je pense que les forces régionales n'ont jamais apporté une réponse adéquate à la hauteur des enjeux. Donc, c'est aux responsables, aux pays, aux responsables des différents pays de prendre leurs responsabilités et de nouer des accords bilatéraux
coopération bilatérale pour régler leurs problèmes. Parce que si on attend la CEDEAO, la force de la CEDEAO n'a jamais réglé réellement un problème de la CEDEAO. Quand c'est arrivé au Mali, il y a eu beaucoup de réunions des chefs d'état-major, des ministres de la Défense. On n'a jamais eu une force qui s'est constituée. Jusqu'à tout le nord du Mali a été occupé et les djihadistes descendaient sur Bamako. Il a fallu épervier, non, pas épervier. L'intervention de la France, Serval, pour stopper François Hollande. Voilà, pour stopper l'avancée des djihadistes à Bamako. Donc, et depuis là, je n'ai pas vu la CEDEAO bouger. Je n'ai pas vu. Il n'y a pas eu de force de CEDEAO donc le G5 Sahel également. Bon, ça a été, il a dit, on a cru que ça allait nous aider, mais en réalité, c'était une force qui nous échappait. Le financement nous échappait. Le montant qui a été, le financement n'a jamais été acquis. Les hommes n'ont jamais été mobilisés. Donc, aujourd'hui, chacun est face à ses propres responsabilités. Et je pense que les deux pays ont plus intérêt à coopérer, d'autant que, comme il a dit, les groupes terroristes qui sévissent au Mali comme au Burkina, ils ont derrière eux un projet politique. Un projet politique qui n'a rien à voir avec les valeurs que nous, de civilisation, de culture, de manière de vivre que nous épousons. Donc nous avons tous intérêt à mutualiser nos moyens pour faire échec d'abord au plan militaire, puis au plan politique, le projet que ces terroristes-là veulent mettre en place avec le soutien, malheureusement, de nationaux qui trouvent, je sais pas, 1000 raisons de collaborer avec eux, mais je pense qu'ils sont dans l'erreur. Je l'avais déjà dit ici, il n'y a pas une base sociale critique suffisamment large pour faciliter, en tout cas, faire réussir un projet de califat au Burkina Faso ici. D'accord. Oui, très rapidement, avant qu'on avance sur... Effectivement, au plan militaire, la force a plus ou moins échoué. Vous avez une base au Mali qui a été attaquée. Oui, assez variée. Voilà, justement. Mais je crois que peut-être le G5 avait aussi des ramifications politiques qu'on ne tient pas compte. Parce qu'il y avait les parlementaires du G5, il y a même une radio G5. Bon, peut-être qu'il faut revoir un peu tout ça. Le G5 n'était pas que militaire parce qu'il y avait un aspect développement. Oui, il y avait des projets à construire. Il y avait même un chemin de fer qu'il fallait ériger jusqu'au Niger. Et ça devrait être financé par le G5. Mais les deux présidents, je crois, ils ont exprimé un peu la souveraineté des deux pays. Je crois que, comme il a insisté, c'est insister sur des coopérations bilatérales. Si nous voulons aller pour lutter contre les terroristes, qu'est-ce que la France peut apporter? Qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que les autres puissances peuvent apporter au Burkina, au Mali et au Niger, afin qu'on puisse, avec des mécanismes endogènes, là, comme nous sommes en train d'expérimenter les VDP ici, comment on peut soutenir nos VDP pour qu'ils partent au combat. Maintenant, si on va réveiller un peu cette force pour encore demander des soutiens, moi je ne pense pas que le G5 peut prospérer dans ce contexte-là, au regard un peu de l'exacerbation de la situation que nous vivons. Peut-être les autres projets de développement, mais là aussi, pour exprimer vraiment le patriotisme et la souveraineté de nos États, là, je ne crois pas que le G5 peut encore prospérer, même les autres domaines de développement dont on parle. D'accord. Oui, je voulais juste ajouter que on peut s'ouvrir aussi à la Mauritanie, qui a aussi... La Mauritanie qui faisait partie du G5 Sahel. Oui, mais justement, le Mali, le Burkina et la Mauritanie pourraient travailler ensemble. C'est ce que je voulais dire, parce que c'est très très important. Nous sommes dans le Sahel. Et en dehors du G5 Sahel, de façon bilatérale, comme le disait donc Vokouma. Alors cette semaine également, l'actualité a été marquée par cette extradition des capitaines 3, notamment donc qui ont été extradés vers le Burkina Faso. Ces 3 officiers proches de l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba étaient donc au Togo avec lui, soupçonnés de vouloir déstabiliser le pouvoir de Ibrahim Traoré. Ils ont été arrêtés et remis aux autorités burkinabè. Alors, Kambiré, quelle analyse vous inspire cette actualité? Je pense déjà qu'il faut aussi saluer les autorités togolaises. Il ne faut pas créer encore d'autres tensions liées à cela. Je n'ai pas compris l'attitude des officiers.
Je sais qu'en 2014, lorsque le système Blaise est tombé, il y a des officiers qui l'ont accompagné jusqu'en Côte d'Ivoire et qui sont revenus. Je pense qu'entre frères d'armes, je pense qu'on aurait pu comprendre que de toute façon, c'est le même MPSR. Ils ont décidé de changer le premier responsable. Je ne pense pas qu'il y avait une chasse aux sorcières. Mais peut-être qu'ils voulaient rester là-bas. Je pense que voilà, leur extradition peut-être va leur permettre de s'expliquer sur les actions. Je vois qu'on le reproche de vol d'aéronefs et de ceci, de cela. Complot, oui. Voilà, ils vont être obligés de s'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont allés au Togo, rester alors qu'ils n'étaient pas poursuivis. Pour une armée qui fait face de groupes terroristes, on a besoin de toutes nos forces. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils vont se retrouver là-bas. Mais je pense que les amener en justice va leur permettre de s'expliquer. Parce que ça va être difficile qu'ils reviennent intégrer l'armée comme ça. S'ils étaient revenus d'eux-mêmes, je ne pense pas que le sujet allait se poser. Mais je pense que peut-être ils ont été ramenés de force. Et c'est la lecture que je fais en disant que c'est dommage. Parce qu'à l'heure actuelle, voilà, ce n'est pas ce qui nous manque, ces dossiers judiciaires. On aurait souhaité, comme le président Traoré l'a clamé, qu'il n'y a pas de division au sein de l'armée. Ce n'est pas l'impression qu'on a. Alors, on aurait souhaité vraiment, on veut un sursaut patriotique de la part des forces armées, qu'ils puissent régler leurs dissensions, leurs querelles, et qu'ils puissent vraiment aller de front pour combattre le terrorisme. C'est à cela qu'on les reconnaîtra comme des frères d'armes, comme des gens qui ont été formés pour défendre le territoire. Je pense que le territoire est plus que jamais menacé et il faut trouver une solution pour la cohésion de l'armée. D'accord, oui, Koné. Moi, je suis peiné d'apprendre que c'est par l'extérieur qu'on sait qu'ils préparaient un coup d'État, quelque chose comme ça. En tout cas, qu'ils étaient impliqués dans un complot. Mais pourquoi on les renvoie maintenant, après tant de semaines? Peut-être que l'idéal aurait été de revenir le plus rapidement possible, après avoir aidé l'autre à s'enfuir. Que faisait-il au Togo? Tout le monde se pose la question. Ils ont laissé leur famille ici. Et bon, de toute façon, en dehors de la fraternité d'armes, il ne reste que de lourds soupçons pèsent sur eux. Ce sont les pilotes d'hélicoptères, on en a toujours besoin. Voilà des gens qui pourraient être utilisés comme formateurs, à défaut de pouvoir être impliqués directement dans la conduite des hélicoptères. Mais il faudra des enquêtes sérieuses pour déterminer les raisons de ce long séjour, parce que c'est assez long pour des militaires, ce long séjour au Togo, un pays avec lequel nous avons quand même des atomes crochus. On n'a pas de problème particulier avec le Togo, évidemment à part quelques petites incompréhensions, quelques petites divergences par rapport à la conduite des affaires de l'État. Mais nous devons nous interroger quand même sur le bien fondé de leur départ, de leur séjour et de leur retour. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé quand même de s'interroger. En tout cas, tout n'est pas clair puisque l'affaire n'a pas été jugée. Alors, Voukouma, ce sont des informations qui ne sont pas rassurantes donc, pour un pays qui est déjà fragilisé par le terrorisme. Oui, bon. Ils avaient décidé d'accompagner l'ex-président à Lomé. Bon, ils pensaient qu'ils allaient, comme il a dit, revenir rapidement pour réintégrer l'armée et puis continuer le combat. Ils ont certainement des raisons d'y être restés pendant un bout de temps. Mais vous savez, quand vous êtes réfugié dans un pays, on vous demande de rester tranquille. Hein, parce qu'il ne faut pas que vous profitez de l'hospitalité qu'on vous accorde pour mener des opérations de déstabilisation de votre pays d'origine. C'est toujours comme ça. Et bon, manifestement, ce n'était pas le cas de ces officiers-là qui avaient accompagné l'ex-président d'Amiba. Donc, ils ont été rappelés. Je n'ai pas les détails. On a vu le communiqué, les reproches qu'on leur fait. Bon, je pense que, comme il a dit, ils auront l'occasion de s'expliquer devant la justice. Mais ce qui est le plus important, il ne faut pas que cet épisode-là, mine encore la cohésion de l'armée. On sait, humainement, c'est compréhensible. Vous voyez, quand on vient vous chercher du pouvoir, c'est quand même pas facile de se surpasser. Vous savez, quand on dit l'intérêt supérieur du pays, c'est facile à dire. Mais quand ses propres intérêts sont frappés, avoir la capacité de se surpasser pour l'intérêt supérieur du pays, c'est pas aussi simple que ça. Et dans un temps court. Donc,
ce que je souhaite, c'est qu'ils trouvent le mécanisme. S'ils ont commis des fautes, ben, qu'ils soient sanctionnés, mais qu'ils puissent aussi également, j'ai toujours dit ça, c'est ça le sens de la punition. C'est toujours dire à l'individu qu'il a fauté, mais en même temps, il faut le sanctionner pour cela et trouver un mécanisme pour le réintégrer. Et le récupérer en même temps. Afin qu'il puisse contribuer. Donc, pour le réinsérer dans la société, pour qu'il puisse apporter sa contribution, surtout que c'est des officiers quand même de valeur et que dans ce contexte-là, ce serait dommage de les perdre. D'accord. Xavier, très rapidement pour terminer sur ce sujet. Je crois que peut-être on va attendre que la justice statue, parce qu'effectivement, si c'est le coup de force qu'ils préparaient, c'est grave, c'est extrêmement grave. Au regard un peu de leur jeunesse, on a encore besoin beaucoup plus d'eux sur le terrain que sur les affaires dans la gestion du pays. Parce qu'ils ont fait une expérience que leurs frères d'armes ont trouvé que ce n'était pas bien. S'ils peuvent encore contribuer à développer le pays, ils n'ont qu'à le faire et sur le terrain. Et même le président d'Amiba, moi je ne suis pas exclu parce que c'est un peu... on a fait avec Blaise Compaoré et c'était vraiment un collier encombrant qu'on a eu du mal à gérer, on a traîné pendant longtemps. Si le président d'Amiba peut venir y aller au front, je ne vois pas le problème. Peut-être il a été à la tête du pays, il connaît beaucoup plus, il a beaucoup plus d'informations que peut-être les autorités actuelles n'ont pas. C'est difficile de venir et réintégrer l'armée facilement, mais je crois qu'il faut entamer une négociation dans cette dynamique-là pour qu'ils viennent et qu'ils partent au front, parce que le pays en a besoin actuellement. D'accord. Alors, on va passer donc au deuxième sujet donc, de cette émission, le gouvernement burkinabé donc, qui a été remanié donc, au cours de la semaine, un remaniement donc, qui a consacré donc, le départ de deux ministres, le ministre en charge du commerce, Roch Donatien Nagalo, et celui en charge de l'habitat, Yacouba Dié, deux ministres qui étaient contestés donc, depuis les premières heures de la formation du gouvernement KLM 1. Alors, Koné, quelle est votre appréciation de cette actualité? Le gouvernement a eu finalement raison de faire partir ces deux ministres? Ça, c'est déjà un acquis parce que la rue demandait, c'est vrai, mais aussi au-delà de la rue, il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup de contestations, beaucoup de rumeurs. Et je crois que c'est bon que les ministres eux-mêmes aient choisi de partir, surtout le ministre du Commerce, qui était très contesté et qui a démissionné. Évidemment, ici, je ne dirais pas forcément un remaniement, c'est un réaménagement technique. Parce que c'est vrai que beaucoup aussi ont été reconduits. On a notre ministre de la Communication quand même qui est c'est les deux seulement qui ont été... Voilà. Et donc on espère que cela va nous aider parce que les médias ont besoin quand même de stabilité et surtout de soutien, de compréhension aussi. Bon, moi je constate que dans la composition, il y a un certain nombre de faits qu'il faut noter. Je crois qu'au niveau des femmes, ça n'a pas beaucoup évolué. J'aurais voulu plus de femmes. Il n'y en a pas eu tellement. En ce qui concerne les ministères chargés notamment des questions liées à la diaspora, etc., est-ce qu'il n'est pas temps de trouver un jour un ministre de la diaspora? Pourquoi pas? Surtout que bon, au niveau de l'ALT, on a vu qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Moi, je pense que en ce qui concerne la composition du gouvernement, on ne peut pas trop épiloguer puisque le chiffre est resté plus ou moins constant. Ce qui compte maintenant, c'est la cohésion et puis l'ardeur au travail. Surtout, mettre en place un canevas qui oblige les ministres non seulement à travailler fort et à faire travailler leurs agents, mais aussi... Alors, mais si on revient spécifiquement sur le cas donc, de ces deux ministres donc, qui sont partis finalement, le Premier ministre, lors de son entretien donc, accordé à la télévision nationale, avait clairement dit qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à ces ministres. Finalement, ils ont été donc débarqués entre griffes du gouvernement. Comment est-ce que vous voyez ces faits? Non, nous avions déjà parlé de la question de moralité.
Et ça, effectivement, il y avait un problème, il y avait un boulet au pied au niveau du cabinet du Premier ministre. Parce que lui-même, il avait déjà dit sur tous les plateaux, hein, c'est-à-dire que bon, il faudrait que ce soit un gouvernement de combat, un gouvernement capable, mais surtout un gouvernement propre. Parce que le gouvernement veut travailler proprement. Il faut donner l'exemple au Burkinabé. Et si déjà il y a quelques problèmes, il vaut mieux tout de suite régler ces problèmes. C'est en ce sens que je dis qu'il faut se féliciter. Peut-être que ça a pris un peu de temps, mais au moins de la décision d'avoir fait partir les gens et puis bon, de ramener d'autres. Nous espérons qu'il n'y aura pas de problème. Et puis on constate d'ailleurs que ces ministres sont certainement bien connus à l'extérieur, puisqu'il y a quelqu'un de la BCEAO. C'est vrai que c'est mon esclave du sud-ouest, le parent de Cambiré. Mais nous allons le tenir à l'œil pour qu'il voit au niveau des prix, ainsi de suite. D'accord, oui, justement, Cambiré. Quelle est votre lecture? Il y a comme une contradiction où le Premier ministre annonce qu'ils n'ont rien trouvé dans leur dossier et puis après on voit qu'on les débarque. La lecture que je fais, c'est à deux niveaux. Premièrement, où il y avait vraiment quelque chose dans le dossier, mais on leur a aménagé une porte de sortie. C'est-à-dire on ne voulait pas les jeter en pâture comme si c'était la rue qui dirigeait. L'autre, peut-être qu'il n'y a rien dans le dossier, mais pour permettre à ces gens de mieux s'expliquer et de garder la sérénité au sein de l'équipe gouvernementale, peut-être les principaux intéressés ont décidé donc de quitter le navire. Donc c'est la lecture double que je fais, mais je ne saurais trancher. En tous les cas, je pense qu'ils auront le temps de s'expliquer en long et en large. Il y a un qui doit s'expliquer avec les commerçants. Il y a l'autre, on dit qu'il était impliqué dans le projet de logements sociaux. On a lancé le projet, on a demandé à des gens de contribuer à un premier niveau. Après, ça a disparu sans explication. Donc, je pense qu'ils auront le temps de s'expliquer. Je pense que souvent, on accuse la rue d'être trop préante, mais il faut rappeler que nous sommes en démocratie. Voilà, c'est la démocratie directe qui s'exprime de façon désordonnée, mais il va falloir que souvent, lorsque vous posez des actes au nom du peuple, que vous sachiez que peut-être tôt ou tard, ça peut vous rattraper. Donc, il faut déjà vous préparer pour vous expliquer. Parce que si c'était en 1960 ou bien quand le doyen Koné avait fini ses études, bon, ils étaient rares. Mais aujourd'hui, on enlève un, on peut trouver quelqu'un d'autre. Voilà, tout ce qu'on souhaite, qu'ils aient le temps de s'expliquer et de poursuivre. Parce qu'on peut servir l'État à tous les niveaux, où que l'on soit. Donc, c'est ce que j'ai compris de ce qui apparaissait comme une contradiction du Premier ministre lui-même. D'accord. Alors, Xavier, oui. Le gouvernement a-t-il finalement eu raison de se délester de ces deux ministres? Je crois que le gouvernement ne s'est pas contredit. Parce que si vous suivez bien le Premier ministre, il avait dit qu'à l'étape actuelle des informations dont il dispose, il n'avait pas effectivement quelque chose à reprocher à ces deux personnes. Mais les enquêtes allaient... Il y avait des investigations. Voilà, qui allaient se poursuivre. Je crois que peut-être c'est à l'issue de ça qu'ils sont revenus un peu à leur décision. Je rappelle que le gouvernement avait également fait un communiqué dans ce sens, dire qu'il y a des investigations qui vont se poursuivre. Justement. Mais je crois que c'est beaucoup plus la cohésion, pour la cohésion, parce que nous sommes un peu sur une pente que le gouvernement a voulu un peu faire ce remaniement pour ne pas avoir de problèmes à gérer après. Effectivement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Quelque chose s'est passé au niveau de ces deux personnalités. Il fallait peut-être pousser les réflexions pour voir. Mais n'oubliez pas aussi que ce n'est pas un gouvernement issu des élections où le président a eu le temps d'observer un peu les hommes. Il préparait un peu son gouvernement et puis il fait sortir sa liste. On a été poussé un peu sur les faits. Le Premier ministre a été choisi et même à moins d'une semaine. C'est pas évident qu'il allait être Premier ministre. On l'a choisi et il faut composer une liste en 72 heures à 5 jours. C'était aussi délicat. Mais je crois que ce n'est pas une première expérience. On l'a vécu aussi en 2015 avec la transition présidée par le président Kafando. C'est normal dans l'ordre des choses. Maintenant, pour la cohésion de l'équipe gouvernementale, il était vraiment sage pour le Premier ministre de revoir un peu la liste et puis proposer de nouvelles têtes. Maintenant, sur la question des femmes que le doyen Koné parle, moi je pense que nous sommes actuellement vraiment dans une situation assez difficile, assez délicate, où
il ne faut pas forcément avoir ces réflexes de D'accord. Alors, on n'a pas assez de temps. On va rester focus donc, sur le départ donc, des deux ministres, parce que si on veut élargir le débat donc, sur l'ensemble de la composition du gouvernement, on n'aura pas assez de temps donc, pour épuiser les sujets qui sont inscrits donc, à l'ordre du jour de cette émission. Vokouma, votre point de vue donc, sur le départ donc, de ces deux ministres du gouvernement. Alors, il y a certains qui estiment que ceux qui reprochent des choses donc, à ces deux ministres auraient dû rester donc, en justice au lieu donc, de manifester pour demander leur départ. Oui, ils ont raison. Je pense que dans cette affaire, il y a eu un rétropédalage. Bon, lui, il a évoqué... lui n'est pas d'accord avec ce Non, parce que dans l'interview que le Premier ministre a accordée à la RTB, il a bien dit que l'ASE a investigué. Il a les résultats de l'investigation de l'ASE et qu'il n'y avait rien à leur reprocher et qu'ils seront installés dans les jours à venir. C'est ce qu'il a dit. Donc, après cette intervention, on s'attendait à ce que les deux ministres soient installés. Puisque, c'est vrai, il y a une première enquête rapide qui a été faite avant la nomination. Manifestement, ce n'était pas assez poussé. L'ASE, compte tenu des manifestations, des contestations, a encore investigué. Il n'y avait rien à leur reprocher. Donc, il n'y avait pas de raison de les débarquer, puisque ceux dont on les reproche, là, il n'y a rien à dire. Maintenant, ceux qui manifestent, c'est vrai, c'est assez curieux. Si, par exemple, ces deux ministres-là faisaient l'objet de procédures judiciaires avant, moi, je peux comprendre. Mais vous savez que monsieur ou madame ou monsieur a commis un acte délictueux. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous attendez qu'il soit nommé pour sortir, pour dire non, attention, ce monsieur-là, il a... Non, je pense que c'est une démarche qui n'est pas correcte. Ça, à mon avis, ça a un acharnement. Et le Nagalo, il a bien expliqué. Et je trouve que le fait d'inviter ses contradicteurs, ses détracteurs à rester en justice, c'est une bonne démarche. Et si aujourd'hui, qu'ils ont obtenu son départ, je pense qu'ils doivent, ceux qui l'ont contesté, doivent engager une procédure judiciaire contre lui, que le procès ait lieu et qu'on sache exactement si les reproches qui lui sont faits sont fondés ou pas. Ça y va aussi de son honneur et de la crédibilité de ceux qui l'ont contesté. Le Premier ministre avait dit que ce n'est pas la rue qui gouverne. Manifestement, là, c'est la rue qui a gouverné et qui a eu raison. Mais il ne faut pas non plus occulter le fait que... justement. Est-ce qu'il ne faut pas voir aussi ce que Xavier dit? Alors, si on commence un gouvernement avec des contestations, c'est une équipe qui va avoir du mal sur le terrain. J'allais en venir. C'est tout à fait normal que le ministre Nagalo n'aurait pas pu travailler dans la sérénité. C'est une évidence. Comme le ministre de l'urbanisme et de l'habitat. C'est une évidence. Donc, la solution qui aurait été préférable, c'est celle que Nagalo a faite, de démissionner. Les deux auraient pu démissionner pour dire, voilà, pour donner plus de chance à la cohésion dans l'action du gouvernement. On se retire. Bon, un l'a fait, l'autre ne l'a pas fait. Bon, finalement, ils ont été tous les deux embarqués. Donc, mais je voulais dire ce qu'il faut mettre tout cela dans un contexte où les gens sont descendus dans la rue pour aider à stabiliser l'action du MPSR le 30 septembre, le 1er octobre. Donc on ne peut pas aussi non plus occulter le fait que ces gens-là, ceux qui sont descendus dans la rue, comptent dans l'action à venir. C'est des contextes particuliers qu'il faut prendre en compte. C'est une parenthèse avec ces éléments désagréables avec lesquels il faut composer. Mais en temps normal, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas prospérer parce que là, on va rentrer dans un cycle d'instabilité permanente et ce n'est pas bon pour un gouvernement qui veut oui, et très rapidement, à moitié son point de vue. Pour ce qui concerne le ministre du Commerce, je pense déjà qu'il y avait des plaintes ouvertes contre lui. Je pense que lorsque aussi vous aspirez à diriger le pays à un certain niveau, souvent il faut savoir tuer ces genres de rumeurs-là. Parce qu'il y avait toute la presse qui était là, disposée. Vous pouvez aussi vous expliquer. J'ai un peu mal pour le ministre de l'Habitat parce que c'est une question qui semblait
le dépasser, mais lui non plus, il ne s'est pas expliqué. Et donc, on attend au bon moment où vous êtes au soleil pour vous interpeller. Je pense qu'on revendique sa tête, peut-être c'est trop fort. Il faut faire attention à la rue, parce qu'il peut commettre l'irréparable. Mais je pense qu'ils attendent aussi au moment où vous êtes donc devant les projecteurs pour dire de bien fouiller dans vos dossiers. Je pense que c'est aux intéressés et peut-être ça nous interpelle tous que chacun puisse, si vous avez des dossiers, les évacuer, vous expliquer. C'est ça la démocratie, la transparence, avant qu'un jour on ne profite de ces rumeurs-là pour demander votre tête quelque part. D'accord. Alors on va progresser donc dans cette émission pour parler et cette fois-ci donc de la rencontre que le président de la transition a eue avec les partis politiques et les organisations de la société civile, même s'il faut ajouter qu'il a eu aussi donc à rencontrer les patrons de presse. Alors comment est-ce que vous avez donc apprécié cette démarche, cette rencontre? Était-elle nécessaire avec toutes ces composantes de la société burkinabèse, Xavier? Oui, je pense que la rencontre était nécessaire parce que c'est une rencontre qui a permis au président de présenter un peu la situation sécuritaire. Parce que, comme l'ancien président Aimé le disait, tout le monde est responsable. Mais en réalité, il faut situer les niveaux de responsabilité. Les acteurs politiques et les organisations de la société civile sont en premier chef les responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne faut pas se les cacher. Que ce soit dans la conduite des affaires politiques, que ce soit dans la conduite des affaires militaires, parce que l'articulation ou la réarticulation des forces armées nationales, ce sont des options politiques. Et la crise que nous vivons aujourd'hui sont en grande partie dues à des choix, à des options politiques, et ce sont les partis politiques qui animent un peu la scène politique qui nous ont conduits dans cette situation. Si on revient un peu sur les responsabilités individuelles de chacun, parce que ce n'est pas évident que les organisations de la société civile qui sortent, qui revendiquent, connaissent véritablement la situation sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. C'était une occasion pour le président de leur dire voilà un peu l'état du pays, à chacun de savoir se comporter. On a vu pendant la transition où il y a eu des soutiens ouverts, souvent béants, très désagréables, à des situations où il n'en fallait pas. Mais les gens ont continué à boxer jusqu'à ce qu'on arrive dans cette situation. Donc, c'était nécessaire que le président dise à ces acteurs politiques-là, nous sommes dans cette situation, voilà un peu cette façon, cette démocratie que vous maquillez là où vous nous avez conduits. À chacun de prendre sa responsabilité par rapport à ce que nous vivons pour que nous puissions sortir de cette situation. Alors, est-ce que votre avis est partagé autour de la table, Koné? Ça me rappelle feu le général Lamizana qui disait à l'époque, je connais le profil de mon successeur. Cela veut dire en quelque sorte que les Burkinabés ont beaucoup vécu ces atmosphères de liberté démocratique qu'ils ont réussi effectivement à instaurer après lutte en 1966, donc depuis 1966, avec des hauts et des bas. Dû à quoi? Dû aux hommes politiques. Parce que les hommes politiques, malheureusement au Burkina, ont presque toujours été en arrière-plan. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas sérieusement combattu pour que le peuple s'en sorte. Ils se sont combattus entre eux pour demeurer au pouvoir, pour revendiquer lorsqu'il y avait coup d'État et pour se remplir les poches et puis s'asseoir tranquillement. Je crois que cette rencontre est bienvenue. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est de voir comment régler au plus vite toutes ces questions d'impunité. Parce que c'est ça qu'on maquille parfois en revendiquant à corps et à cri retour à une vie constitutionnelle normale, nous voulons des élections. Tout ça, c'est faire diversion. Je crois que le capitaine a bien fait d'aller à la rencontre des hommes politiques. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait la priorité, lutte contre l'impunité et surtout régler au plus vite tous ces dossiers qui tracassent le peuple burkinabé et qui font que justement nous avons de moins en moins confiance en nos hommes politiques. On ne peut pas revenir aux élections s'il n'y a pas de table rase. Il faut d'abord nettoyer les écuries, faire en sorte que ceux qui ont des coquilles, qu'en tout cas ils puissent régler ces problèmes avec la justice et qu'on ait à nouveau des hommes politiques, je ne dirais pas totalement sains, mais acceptables. Or, les débats qu'il y a, c'est toujours ameuter la planète pour qu'ensuite on vienne faire pression
sur les jeunes militaires. Il faut absolument que ce problème soit réglé. Le problème des OSC, évidemment, comme on a souvent dit, les OSC, c'est parfois des OSC de tube digestif, comme on dit. Mais on les utilise aussi pour différentes raisons. Parce que les gens n'ont parfois rien à faire. Et je crois que ce genre de rencontre est une belle rencontre. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ce serait bon d'ailleurs que ce soit séquentiel, que de temps à autre, le chef d'État rencontre effectivement les hommes politiques pour pouvoir ajuster les choses afin que personne ne dise « je ne suis pas, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas d'inclusion ». Parce que c'est en fait le fin mot qu'on utilise chaque fois. D'accord. Alors, Vokouma. Bon, la rencontre, oui, c'était nécessaire, puisque de toute façon, la transition va déboucher sur des élections démocratiques pour que les Burkinabés élisent leur président et leurs députés. Donc, c'est tout à fait normal, et puis leur maire. C'est tout à fait normal que les hommes politiques soient associés à la conduite de la transition. Ils ont d'ailleurs leurs représentants à l'Assemblée législative de la transition. Il y a un calendrier qui a été arrêté avec la CEDEAO. Le chef de l'État n'a pas remis en cause ce calendrier-là. Il a même dit que c'était pour lui assez large, hein, que ce calendrier sera respecté. Oui. Donc c'est tout à fait normal qu'il se concerte avec les hommes politiques qui sont les principaux acteurs. On ne peut pas faire cette transition-là, on ne peut pas réussir cette transition-là, sans les hommes politiques. Ça, il faut qu'on le dise. Parce qu'il y a le combat qui est militaire, mais il y a aussi voilà, la cohésion sociale, l'inclusion. Il ne faut pas que des gens se sentent exclus de cette transition-là. Voilà, c'est les interlocuteurs hein, du président de la transition à cette rencontre, les OSC et les partis politiques, ont demandé justement de les impliquer dans sa nouvelle vision. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ce que je disais, c'est ils ont tout à fait le droit de demander à être impliqués. Je disais, après tout, ce sont eux les vrais acteurs de la vie politique. Il a cité leur responsabilité. Damiba également, il avait dit que c'était eux qui étaient responsables de ce qui nous arrive. Donc, s'ils sont responsables de ce qui nous arrive, il faut bien qu'on les implique pour qu'on trouve avec eux la solution aux problèmes qu'eux-mêmes ont contribué à nous apporter. C'est tout à fait normal. Maintenant, pour les OSC, c'est aussi, quand on regarde les dernières élections qui ont été organisées en 2020, je parle des vrais OSC. Ils ont été très impliqués dans l'organisation pratique et il y a d'autres qui ont envoyé des représentants notamment dans la surveillance des élections. Oui. Déjà la sensibilisation, la formation des citoyens, la surveillance des bureaux de vote, les dépouillements, ils étaient vraiment très présents et ça a d'une certaine manière contribué en tout cas à la réussite des élections qui n'ont pas été contestées. Donc leur rôle c'est fondamental. Mais maintenant il faut faire le tri dans ces OSC-là. J'ai toujours rappelé, la société civile, c'est entre la famille et l'État. Ce sont des gens qui défendent des intérêts corporatistes. Ce n'est pas encore l'intérêt général. Mais ça préfigure ce que c'est que l'intérêt général. Mais on ne peut pas confondre les intérêts de la famille et les intérêts corporatistes et l'intérêt général. Malheureusement, dans ce pays-là, on n'a pas encore réussi à faire cette clarification-là pour que les gens comprennent le sens de ce que c'est que la société civile. Peut-être avec... bon, ça m'étonnerait que dans cette transition, on ait le temps de pouvoir faire le nettoyage nécessaire pour expliquer ce que c'est qu'une société civile, une organisation de la société civile, pour que celui qui veut s'engager dans la société civile s'y engage, parce qu'il n'y a pas de barrière étanche entre société civile et société politique. On peut être dans la société civile et puis basculer, comme on peut être dans la société politique et puis revenir dans la société civile. D'accord. C'est des choses à clarifier. C'est des choses à clarifier pour qu'à l'avenir, nous ayons une vie politique assez normale, pour que chacun sache quel est le rôle qu'il doit assumer pour que les affaires marchent correctement. D'accord. Alors, très rapidement, en 2 minutes, merci. Bon, il a essayé de redéfinir la position de la société civile. Peut-être qu'il pense aux formations syndicales. Je pense que lorsque vous êtes un homme fort aujourd'hui et que demain vous perdez le pouvoir, vous vous retrouvez au fin fond de la prison, peut-être que le MBDHP viendra vous voir. Alors que hier, peut-être, vous l'avez combattu.
Et dans ce cas de figure, la question de la défense des droits de l'homme, ce n'est pas une question corporatiste. Peut-être qu'il pense aux organisations syndicales. Bon, cela s'entend, mais je ne pense pas que les organisations de la société civile défendent des intérêts corporatistes. Je pense que c'est des intérêts généraux. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'État, ils ne prennent pas des décisions, ils interpellent. En tout cas, pour la plupart. Et je parle des organisations Vous ne parlez pas des mêmes OSC en réalité. Voilà. En fait, c'est ça le problème. Voilà, sinon, vous dites la même chose, mais vous ne parlez pas des mêmes OSC. Pour revenir à la rencontre que le président a eue avec les partis politiques, puis les OSC, peut-être que oui, il avait besoin, compte tenu de comment il est arrivé au pouvoir, de stabiliser déjà le navire avant de venir. Moi, je pense qu'il aurait dû les rencontrer plus tôt, d'autant plus qu'il avait suspendu les activités. Donc c'était bien de les rencontrer, les expliquer et peut-être même prévoir une échéance pour qu'ils reprennent les activités, parce que c'est eux les acteurs politiques. C'est par une situation particulière que les militaires ont été amenés à se retrouver donc à diriger le pays. Donc, pour aller très vite dans ce débat, alors, il y a des critiques donc, qui disent que tout cela commence à ressembler à ce que Damiba avait fait, rencontrer les OSC, les partis politiques, la presse. C'est la même chose que ce que avait été fait dans le passé. La critique, on dit qu'il faut aller sur le front. Il ne peut pas parce que c'est des acteurs clés, voilà, de la société. Il ne va pas au front pour lui-même, il va au front pour les Burkinabés. Et il y a des gens qui ont besoin de savoir. Je pense que, comme il a dit, s'il conduit la transition à terme, il va passer la main à des hommes politiques. Et il faut discuter avec eux. Ça n'empêche pas que, voilà, aujourd'hui, puisque la rencontre a eu lieu qu'aujourd'hui, ils prennent l'hélico pour aller combattre. Je pense qu'au contraire, ça c'est la rue qui parle. Il faut que vous entendiez avant d'aller combattre. Sinon, peut-être que même du retour, vous allez venir trouver que quelqu'un a pris votre place. C'est malheureusement ça. Et les politiciens, on parle de virus quand on parle de politique. Il ne faut pas les laisser dans leur chambre. Ce n'est pas possible. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on leur donne une mission par rapport à la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas qu'on leur dise, non, attendez, d'ici là, vous allez venir prendre le pouvoir. Parce qu'effectivement, c'est leur mauvaise gestion là qui a entraîné donc ce cycle que nous vivons. Donc, il faut leur confier peut-être une mission de réflexion par rapport à leur contribution à la gestion du terrorisme sur le terrain. Parce que tout le monde parle du terrain. On veut avoir des résultats sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quelle compréhension ils ont? De même que pour les OSC. Parce que nous devrons orienter tous nos efforts là maintenant pour avoir des résultats sur le terrain. Sinon, à quoi bon organiser des élections en 2024 sans savoir si on pourra même les tenir? Donc il faut leur confier des responsabilités. Il ne s'agit pas, quand ils parlent de les intégrer dans la gestion, ce n'est pas de leur accorder des postes par-ci, des postes par-là. Il ne faut pas que la politique se résume en une occasion pour se faire plein les poches, mais que vraiment c'est du travail de réflexion, c'est du travail de mobilisation, c'est du travail de terrain pour amener le peuple vers une direction donnée. Et aujourd'hui, on a envie de mobiliser tous les Burkinabés pour contrer donc le terrorisme. D'accord. Alors, on va aborder le dernier sujet donc, de cette émission. Il nous reste quelques minutes, donc il va falloir que vous soyez très bref. Les nouveaux membres de l'Assemblée législative de transition ont été installés vendredi dernier lors de la session spéciale. Alors, c'est une ALT donc, qui a été donc, un peu remaniée donc, par rapport à la première. Alors, docteur Ousmane Bougouma a été élu donc, président donc, de cette ALT. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez donc, de cette nouvelle Assemblée Koné? Moi, je pense que ça s'est bien passé de façon générale. Il y a eu... c'est M. Diallo, non, qui avait désisté. Oui, qui a désisté. Daouda Diallo, qui a désisté au profit donc, du docteur Bougouma. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un véritable combat entre trois personnes. C'est dommage. Nous sommes pour les débats contradictoires. Mais bon, c'est la démocratie aussi. Hein. Dans tous les cas, M. Bougouma est déjà un ancien de l'ALT passé. C'est un homme du droit qui a dirigé quand même la partie institutionnelle de l'autre ALT, ce qui veut dire qu'il sait de quoi il va parler et comment conduire le navire
il a déjà dit qu'il va travailler en tenant compte des opinions des Burkinabés. Encore qu'il y a plusieurs opinions. Cela voudra dire qu'il faut que l'ALT soit organisée de manière à lui amener ses recettes. Parce que les Burkinabés pensent beaucoup, notamment à la monnaie que la CEDEAO a du mal à nous mettre en place. Pourquoi ne faudrait-il pas faire une étude pour voir comment rapidement proposer quelque chose si la CEDEAO se montre incapable? Parce que les échéances, c'est bien, mais il nous faut des échéances aussi pour avoir un CFA qui tienne. Non, ensuite, je pense qu'au niveau de l'ALT, nous avons raté depuis un combat entre une femme qui était candidate et un homme, parce que c'était trop juste. On ne peut pas ne pas en parler quand même. Mais nous avons un président, je crois que c'est un président qui me semble à la hauteur. Maintenant, comment faire travailler l'ALT là, c'est autre chose dans sa composition. Comment faire en sorte que les gens travaillent dans la cohésion et que nous sortent effectivement des textes de loi qui tiennent, parce qu'il y a beaucoup de textes de loi. Peut-être qu'il faudrait revoir qu'est-ce qui a été proposé par l'ancienne ALT ou même les assemblées précédentes pour pouvoir préfigurer d'un Burkina Faso meilleur au plan des lois et surtout de la mise en œuvre des lois. D'accord. Pour être bref. Alors, Xavier. Bon, moi, peut-être, ce n'est pas la peine, mais je vais peut-être revenir là-dessus. C'était l'opportunité de cette ALT. Moi, je m'interroge toujours parce que quand vous échangez avec les professeurs des sciences politiques, les députés n'ont véritablement pas apporté dans nos démocraties de façade. Dans une transition comme celle-là, pour moi, ce n'était pas encore opportun. On n'a pas le temps d'expliquer, mais ce n'était pas encore opportun de mettre en place cette ALT. Peut-être qu'il fallait cibler des légitimités que le président pourrait consulter pour valider ses ordonnances et on va au front. Aujourd'hui, vous avez vu la querelle qu'on a eue pour avoir ces députés au niveau des régions, alors que la menace continue de nous fouetter. Pour moi, ce n'était pas opportun. Et même l'Assemblée qui est passée, si vous voyez les députés, soit ils votent pour, soit ils s'abstiennent. Et ceux qui s'abstiennent même n'arrivent même pas véritablement à nous expliquer sur des choses. Est-ce qu'à l'étape actuelle, on a des projets de loi qui sont vraiment contradictoires, qui ont besoin de débats pour les voter? Pour moi, ce n'était pas opportun. Est-ce que justement cette ALT qui a été justement une émanation des forces vives de la nation, il faut le dire, c'est la charte de la transition donc, qui prévoit cet organe. Est-ce que ce n'est pas justement une façon de légitimer donc, les décisions qui vont être prises justement, par le président? Pour cela, moi, j'ai dit que ce n'était pas opportun de passer par ce formalisme-là pour désigner des gens qui vont siéger pendant 20 mois. Il fallait, à l'image du COS qu'on avait eu à mettre là, choisir des légitimités des gens, on allait les responsabiliser et que les ordonnances du président allaient peut-être être validées par ces personnes. Parce que tout le monde est focus sur le terrain du combat. Il faut y aller. On n'a pas besoin de nouvelles lois. L'armada juridique qu'on a est largement suffisant de mon point de vue pour aller. D'accord. On verra si votre point de vue est partagé autour de la table. Oui, je partage tout à fait son point de vue. Et je pense que même avant donc, cette situation confuse-là, l'Assemblée nationale était considérée comme un caisson de résonance. Aujourd'hui, c'est une institution figurative. On ne sait pas son rôle. Si on questionne parmi les trois... Non, c'est le même rôle que toutes les assemblées dans le monde. Oui, la contrôler l'action, voter des lois, et puis lever l'impôt. Par ces temps qui courent, je pense qu'on n'a pas besoin de l'Assemblée. Et même s'il faut... Parce que je pense que c'est une institution figurative qui est chargée de mettre la peinture démocratique voilà, au régime donné. Voilà. Et on se rappelle tous que c'est... Lorsque l'Assemblée a mis la main sur le volant du régime, que le système de Blaise Compaoré allait se fracasser contre le mur. Tout est parti de là. Ils n'ont pas été à la hauteur des enjeux du moment, l'Assemblée nationale, je vais dire. Donc, si c'est juste pour jouer un rôle de figurant et pour mettre la peinture, je pense qu'on pouvait réduire drastiquement le nombre. Parce que je sais que l'international aussi a un regard sur la nature du régime. Et si vous n'avez pas d'organe de législation, on peut tout de suite dire que c'est de la dictature. Donc on peut réduire ça à sa plus simple expression, même avec 2 représentants par région. Et comme il a dit, prenez un comité d'experts des questions juridiques, politiques,
pour pouvoir continuer à légiférer ou du moins à regarder de près ces textes. Par ce temps qui on a bien compris votre position. On n'a plus par le temps. Je veux dire qu'on aurait pu utiliser, parce que ce docteur qu'on a pris comme président de l'Assemblée, il ne pourra pas apporter véritablement toute sa contribution, sa tête. On a bien compris votre position. Beaucoup en 30 secondes pour qu'on termine cette émission. Votre point de vue sur tout ce qui a été dit. Ma position sur l'ALT, je l'avais déjà exprimé du temps de Damiba. Pour moi, ce n'était pas utile. Bon, à partir du moment où les assises l'ont acté, bon, moi je prends acte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette ALT-là soit utile? Bon, le président, il est jeune, il a 41 ans, c'est pas si jeune que ça. Il a l'expérience, il était déjà président de la commission des lois dans l'ancienne ALT. C'est quelqu'un qui est, en tout cas, qui maîtrise le domaine de la législation. Bon, à eux tous. Moi, ce que j'attends, c'est que, par exemple, qu'ils ne commettent pas les mêmes impairs que sous Damiba. Quand le gouvernement a augmenté, pris le décret augmentant le salaire, on n'a pas entendu les députés dire quoi que ce soit. Oui. Il y a des projets de loi qui étaient restés en suspens sous le gouvernement du président Roch Kaboré, par exemple sur le loi sur le foncier rural qui peuvent adopter rapidement. Je pense que s'ils pouvaient vider un certain nombre de projets de loi qui étaient déjà à l'Assemblée nationale mais qui n'ont pas pu être votés, ce serait déjà pas mal et d'encadrer, d'être prêt en tout cas à encadrer l'action gouvernementale. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais... Voilà, ça serait malheureusement le mot de fin de cette émission. Merci à tous pour vos différentes contributions. Merci à vous également pour la fidélité. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. Tout à l'heure à 13h, l'information sur la RTB dans une présentation de Monira Kéré. Restez donc en compagnie de nos programmes. Et bon dimanche.